J'ai décidé de faire une grève de la faim. Oui, une grève de la faim jusqu'à ce que la décision, en tout cas du gouvernement, revienne sur les 30 nautiques. Un véritable combat débute pour Edgar Tetahi-Otupa, un geste de désespoir pour protester contre les annonces du président du pays en matière de protection du domaine maritime aux Marquises. Protestation également des Hakaiki dans une vidéo publiée ce matin. Pourquoi cette levée de bouclier? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec Edgar Tetahi-Otupa, membre d'un collectif de citoyens marquisiens. Interview dans un instant. Et ces protestations interviennent le jour de l'ouverture de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Et déjà, la Polynésie inspire par ses méthodes ancestrales. Le rahui a été présenté par la délégation polynésienne, une pratique qui séduit jusqu'à l'international, vous le verrez. Les tensions à Los Angeles toujours aussi vives. La ville est en proie aux manifestations et aux affrontements. En ligne de mire, la politique migratoire de Donald Trump. Quelle est la situation après 4 jours? Pourquoi a-t-elle dégénéré? Réponse en direct de Los Angeles avec Ramzi Malouki. Enfin, le saviez-vous? Un charcutier traditionnel s'est installé au marché de Papeete. Saucisses fait maison, terrine ou encore copa avec du porc local. Patrick régale sa clientèle avec ses produits artisanaux. Une passion de père en fils qu'il nous raconte dans ce journal. Bonsoir à tous, merci d'être sur TNTV. C'est donc une action radicale qu'a choisi un collectif de citoyens marquisiens pour se faire entendre. Une grève de la faim menée et entamée depuis ce matin par Edgar Tetahi-Otupa. Les élus des Marquises sont eux aussi également vent debout. En cause, le périmètre défini par Moetai Broderson pour la protection du domaine maritime aux Marquises. Avant d'en parler avec notre invité, voyez les explications de Nicolas Pérez et Matai Horei. Malgré les sourires de façade, la fronde des Hakaiki envers le président Broderson enfle. Selon les élus, les conditions d'application des AMP aux Marquises ne correspondent pas aux promesses initiales. Soit un périmètre de 30 000 nautiques autour des îles, bien loin des 15 000 annoncés par le pays à Nice. Ce que nous demandons, c'est une zone de pêche réservée à la pêche artisanale de 30 000 nautiques pour les pirogues, les bomités et les potimarala et interdit aux thoniers. On ne veut pas de pêche industrielle près de nos îles. Et comme la protection de leurs eaux fait généralement consensus chez les Marquisiens, la levée de bouclier résonne jusqu'à Tahiti. Après 10 années de concertation, certains membres du collectif des citoyens marquisiens passent aujourd'hui à des actions radicales pour se faire entendre. J'ai décidé de faire une grève de la faim. Oui, une grève de la faim jusqu'à ce que la décision, en tout cas du gouvernement, revienne sur les 30 nautiques. Pas de doute pour le collectif. Ce périmètre revu à la baisse aura des conséquences. La problématique de passer de 30 à 15, c'est que ça ouvre la voie aux thoniers de pouvoir pêcher entre chacune des îles. C'est-à-dire entre Nukuhiva et Wapo, ils peuvent lâcher une longue ligne. Ce n'est pas le but. Et donc c'est pour ça qu'on a trouvé un consensus avec les maires pour que ce soit 30 nautiques, pour que chacune des îles et entre les îles, on soit préservé des pêches hauturières, enfin en tout cas des pêches du thonier, quoi. Pour les Hakaiki, comme pour ce collectif, le président aurait cédé face au lobbying des armateurs. Nous constatons encore une fois aujourd'hui que ce sont toujours les intérêts des armateurs de thoniers qui ont été privilégiés par la décision qu'a prise notre président Moetai. On ne va pas à l'UNOC, donc quand même quelque chose d'extraordinaire, de planétaire, pour ne parler que pour une catégorie de personnes qui vivent en Polynésie française, qui fait partie de la Polynésie française, c'est-à-dire les armateurs. Ils parlent au nom du peuple aussi, ils parlent au nom de la population, de la volonté de la population, de la volonté des maires, de la volonté des pêcheurs côtiers. On nous a oubliés. Si cette grève de la faim est annoncée comme un geste ultime pour se faire entendre, le collectif attend le retour des Hakaiki pour les suites des actions à mener.
Edgar Teta Hiotupa Yorana Kauhanui. Yorana Kauhanui, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation de TNTV. Vous êtes bien connu au Fénois puisque vous êtes enseignant, linguiste, vous êtes également docteur en anthropologie et aussi fervent défenseur des marquises et des marquisiens jusqu'à entamer une grève de la faim. Pourquoi la situation prend de telles proportions? La situation est préoccupante selon les dires des habitants aussi. Les habitants constatent, en tout cas les pêcheurs, constatent qu'il y a de moins en moins de poissons et que le calibre se réduit de plus en plus. Et donc, voilà, il y a une crainte. Il y a une crainte que comment ça va se passer demain? Quel est l'avenir? Quel est l'avenir des marquisiens? Ce sont des questions normales. Hein. Quel est l'avenir de la génération qui vient? Et comme disait Petero, effectivement, on ne veut pas que les thoniers puissent entrer dans cette zone, parce que sinon, qu'est-ce qui resterait à la population? Et donc, pour que cela ne se produise pas, il faut repousser jusqu'à 30 nautiques cette zone. C'est ce que vous demandez aujourd'hui? Bien sûr. Mais ça fait longtemps que ça a été demandé. Hein. Alors justement, je pensais à ce projet lancé déjà en 2012, Tetei Nui Ahau, c'est un combat de longue date. Tout à fait. Tout à fait. Tetei Nui Ahau, ça signifie le grand océan de la paix. Et Hau signifie la paix. Mais on ne peut penser à un développement que s'il y a la paix. Voilà. S'il y a des frictions, s'il y a des luttes internes, on ne peut pas faire quelque chose. Il faut que ça soit apaisé. Pourtant, Moitai Broderson, lorsqu'il a mené cette réforme, il a parlé de concertation approfondie et de consensus local. Finalement, ce n'est pas le cas. Que s'est-il passé? Il y a eu une concertation, il y a eu des concertations, il y a eu énormément de rencontres. Mais simplement, ça n'a pas abouti à ce que le peuple marquisien, en tout cas, et les maires voulaient. Vous n'avez pas donc été entendu. C'est ça. Qu'est-ce que vous attendez finalement de cette grève de la faim? Revenir sur les temps nautiques. C'est-à-dire vous attendez à ce que Moitai Broderson réagisse? Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous pensez, Edgar Teta Hiotupa? Les élus des Marquises sont vent debout avec vous également. Ils se trouvent actuellement à la conférence des Nations Unies sur l'océan. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement? Est-il utile finalement? Alors, je ne sais pas. Je pense qu'il y a toujours une utilité, quels que soient les événements qui sont organisés. Les maires sont là-bas sur invitation de monsieur le maire. Donc, ils ne sont pas allés avec la délégation polynésienne. Il n'y a que, effectivement, tout ce qui est gouvernement et tout. Voilà. Et donc, ils ne pouvaient pas rester insensibles à la décision. D'où la vidéo qui a été diffusée. Voilà. Alors, la grève de la faim, vous l'avez entamée ce matin. Combien de temps est-ce que vous pensez tenir? Et est-ce que vous pensez mener d'autres actions? J'ai déjà fait un jeûne 4-5 jours et après, on perd un peu les capacités. Mais ce que je voulais dire, c'est que même si j'entame une grève de la faim, je continue les projets dans lesquels je m'investis. Bon, par exemple, demain, j'irai à Farehapé, au centre de l'île, pour une formation des enseignants du premier degré, organisée par le ministère de l'Éducation, sur la culture et les langues polynésiennes. Bon, j'y serai pendant 3 jours, c'est vraiment de l'immersion. Ensuite, il y aura d'autres projets, mais c'est pas ça. Je ne pourrai plus tenir. Mais qu'est-ce que vous comptez faire si Moitai Broderson ne revient pas sur sa décision? Je continue. Vous continuez? Oui. Si on entame, on continue. Edgar Teta Hiotupa, merci d'avoir été notre invité ce soir. Et ces protestations interviennent donc le jour de l'ouverture de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Une délégation polynésienne de plus de 100 personnes est sur place. Elle a partagé aujourd'hui le savoir ancestral du Rahui, un modèle qui séduit hors de nos frontières, comme nous le montre notre correspondante Emma Arnaud. Après 2 années d'interdiction de pêche, en mars dernier, le Rahui de Tautira est levé le temps d'une journée. Un succès pour les pêcheurs et toute la communauté. Dans la zone sanctuarisée, les poissons ont grossi en taille et en nombre. C'est ce système de préservation des ressources autour d'un contrat social que ces membres du Rahui Center sont venus promouvoir à l'autre bout du monde.
On peut l'exporter à n'importe quel écosystème parce que la base, en fait, ça va être cette arène de discussion qui est créée. Pas forcément que, c'est pas unique à une seule des ressources, donc que par exemple pour les récifs coralliens, mais c'est vraiment création de cette arène de discussion que les gens puissent s'écouter, se parler et décider de qu'est-ce qu'on fait de cet espace ou de cette espèce qui nous tient à cœur ou qu'on a envie de gérer ou de protéger. Les conférences s'enchaînent et le public cherche à savoir comment exporter cette coutume ancestrale polynésienne. Du Pays Basque, par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer pouvoir mettre en place ce type de protection? En métropole, il existe déjà un raoui en Aquitaine et peut-être bientôt un deuxième. On essaye de voir comment le raoui pourrait être, qui se développe en Polynésie, donc dans un milieu où il y a une forte connotation culturelle, et au Pays Basque aussi, on a une forte puissance culturelle, on a un attachement au pays très fort, et donc on essaye de voir comment on pourrait adapter le raoui polynésien dans l'Hexagone, et notamment au Pays Basque. Juliette Wanfat travaille pour une association de conservation sur l'île de Malapascua aux Philippines. À la sortie de la conférence, le dialogue s'engage avec cette coordinatrice scientifique. Les rahuis, ils sont plutôt sur le lagon, avec la possibilité souvent de déborder en fait sur la barrière de corail. Aux Philippines, sur l'île sur laquelle on travaille, on aimerait voir comment est-ce que ce modèle pourrait être reproduit. Mais toujours en respectant les coutumes locales de l'île en question et en s'adaptant vraiment au contexte local. En Polynésie française, il existait officiellement 36 raouis en 2024. Des pratiques similaires sont présentes dans une quarantaine de pays. On quitte l'Hexagone, direction Los Angeles, où depuis maintenant 4 jours, les manifestations contre la politique migratoire du président américain s'enchaînent. Des manifestations et des affrontements suite aux opérations coup de poing de la police fédérale de l'immigration. Donald Trump a par ailleurs déployé la garde nationale sans demander l'avis du gouverneur californien. Il va même jusqu'à menacer ce dernier d'arrestation. Ramzi Malouki, vous suivez ces protestations depuis plusieurs jours. Quelle est la situation sur le terrain à l'heure où l'on se parle ? Écoutez, aujourd'hui, ça a été, je dirais, plus ou moins calme, et je préfère ne pas m'avancer parce que vous savez, à la nuit tombée ici, ça peut dégénérer à tout moment, comme c'était le cas hier soir avec jet de projectiles, avec voitures incendiées, avec affrontement entre les policiers de Los Angeles, accompagnés du shérif et de la police d'État, face donc à des agitateurs, comme les a appelés le shérif de Los Angeles. Donc, plus ou moins pacifique aujourd'hui, manifestation avec un seul mot d'ordre du jour, qui est la libération du syndicaliste David Huerta, très influent comme syndicaliste. Il avait été arrêté par les autorités fédérales après s'être interposé suite à un raid de la police de l'immigration. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump fait appel aux Marines. Donc, il y a les militaires qui vont arriver, plus 2000 réservistes de la garde nationale, vous le disiez, Sophie, au lancement, donc sans demander l'avis, bien sûr, du gouverneur, alors que, rappelons-le, la garde nationale est sous les ordres du gouverneur de Californie. Donald Trump qui menace même parfois d'avoir recours à ce qu'on appelle the Insurrection Act, qui est une loi de 1807 et qui permet au président, en fait, d'outrepasser tous les pouvoirs d'un État et de mettre les militaires pour, dit-il, rétablir l'ordre. Alors, il utilise le mot insurrection, il le fait exprès, ça fait partie de sa stratégie. Mais si vous regardez de plus près, parce que nous étions là pendant 4 jours, la garde nationale ne défend que le bâtiment fédéral au centre-ville de Los Angeles, downtown. Il y a à peu près 200 soldats de la garde nationale, il y en a 300 à l'intérieur qui ne bougent pas, qui ne font rien. Ils sont là juste pour garder ce bâtiment. 2000 réservistes qui arrivent, 700 marines, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, leur seul rôle, pour l'instant, ce sera de défendre ce bâtiment fédéral. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu exagéré, cette démonstration de force de plus en plus visible, mais c'est là que se dessine encore une fois la stratégie de Donald Trump. Parce que derrière cette détermination, le fait d'envoyer les militaires, en fait, c'est un exemple. Il veut utiliser la Californie comme un exemple, surtout pour les États dirigés par les démocrates. En fait, le message est clair, c'est toute obstruction à la police fédérale de l'immigration. Pour lui, cela reste une menace et la réponse sera militaire. Ramzi Malouki, le point de départ de ces manifestations, c'est la politique migratoire de Trump. C'est pour ça que les gens
manifestent. Oui, absolument. Alors, il faut rappeler que la campagne présidentielle de Donald Trump, première chose, bon, il y a l'économie, mais il y a aussi la politique migratoire. Souvenez-vous, Donald Trump avait dit que le jour où il allait être élu, le lendemain, il allait expulser des millions d'illégaux. Sauf qu'il n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des raids un peu partout. Pourquoi les gens ici sont en train de protester? Eh bien, parce qu'au lieu de cibler ce que Donald Trump appelle les criminels, les membres de gangs, et là, tout le monde est d'accord pour expulser ces illégaux qui ont commis des crimes, qui ont un casier judiciaire assez chargé, eh bien, la police de l'immigration, qui en général sont dans des camionnettes banalisées, qui portent des vêtements civils, qui n'ont pas de badge, qui n'ont pas d'identité, qui sont masqués, vont aller, par exemple, sur le parking d'une grande enseigne de bricolage ici à Los Angeles, où vous le savez, ceux qui connaissent Los Angeles savent qu'il y a beaucoup de travailleurs illégaux qui vont proposer leurs services à la journée. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire, et je cite le gouverneur, des rafles. Donc là, ce sont les enfants, ce sont les femmes, ce sont les familles. On embarque tout le monde. On ne demande même pas quel est le statut légal. Et à partir du moment où ils sont au centre de détention de la police fédérale, dans ce cas-là, on essaie de faire une sorte de triage. Et encore, il y a des gens qui cherchent encore leurs parents, qui cherchent encore des membres de la famille, parce qu'ils n'ont même pas le droit à un avocat, ce qui est contre la Constitution des États-Unis. C'est pour cela que les gens protestent. Ils disent, voilà, attaquez-vous aux criminels, ne vous attaquez pas aux jardiniers, aux cuisiniers, aux femmes de ménage, qui, c'est vrai, sont illégaux. Mais rappelons que ces gens-là, en fait, contribuent à l'économie de la Californie, tout comme les travailleurs agricoles, et que ces gens-là payent des impôts. C'est là, en fait, la colère, elle est là. Et Donald Trump, de son côté, en fait, n'hésite pas, à travers son administration, à parler de migrants qui vont contrôler la Californie, de Los Angeles qui brûle, en fait. Et à travers les réseaux sociaux, vous avez toute une série de trolls, pardonnez-moi le mot anglais, vous avez toute une série de trolls qui montrent un Los Angeles en train de brûler, ce qui n'est absolument pas le cas. Encore une fois, la manifestation était pacifique jusqu'à présent. Et je ne m'avance pas parce que à cette heure-ci, il est quelle heure? Il est presque 21h50. On ne sait pas du tout ce qui va se passer en ville, mais la police est là. Elle est en train, et c'est coordonné entre le shérif, la police d'État et le LAPD pour contrôler la situation. Voilà à peu près le contexte. Pardonnez-moi, j'étais un tout petit peu long, mais il fallait bien expliquer, je l'espère en tout cas de manière claire, pourquoi les gens protestent. Ramzi, j'avais une dernière question. La situation sur place est telle que le président Trump a menacé de faire arrêter le gouverneur de Californie. Provocation ou réelle intention selon vous? Provocation, bien sûr, provocation. Il ne va pas aller arrêter le gouverneur d'un État qui est la 4e puissance économique mondiale. Mais vous savez, il y a une expression américaine, pardonnez-moi, c'est un peu cru, Sophie, mais on parle de macho bullshit. Et bien, c'est exactement ce qui se passe. Et en fait, c'est toujours dans ces éléments de langage qui ne sont pas des éléments de langage qu'on a l'habitude d'entendre de la part de politiciens, mais c'est ça le Trumpisme. C'est d'utiliser ces éléments de langage pour provoquer, pousser à bout. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que lorsque le gouverneur Gavin Newsom de Californie a entendu Tom Homan, qui est ce qu'on appelle le tsar de l'immigration, qui est en fait la personne chargée d'expulser tous ces illégaux. Lorsque Tom Homan a dit « personne n'est au-dessus de la loi, même le gouverneur, on peut l'arrêter », eh bien, il a répondu, et je cite, alors attention, il a dit « tu veux jouer les durs? Viens me voir, je t'attends ». Donc vous voyez, c'est un feuilleton à suspense, mais ils n'iront pas jusqu'à arrêter un gouverneur, franchement. Enfin, je veux dire, ce serait vraiment, dans ce cas-là, une révolution, surtout de la part de tous les États bleus, autrement dit démocrates. Merci beaucoup Ramzi Malouki pour toutes ces explications donc en direct de Los Angeles, et courage à vous pour la suite des événements. Plus réjouissant à présent, si vous n'êtes pas encore passé à table, eh bien c'est un sujet qui risque de vous faire saliver. Depuis quelques semaines, un artisan charcutier s'est installé dans les allées du marché de Papeete. Patrick a acquis ce savoir-faire de père en fils en métropole, une passion qu'il partage maintenant avec sa clientèle polynésienne. Son portrait est signé Nicolas Pérez. Entre de la gastronomie, le marché de Papeete est depuis 135 ans un carrefour des saveurs polynésiennes. Entre les produits de la mer et maraîchers qui régalent quotidiennement locaux et touristes, un artisan se démarque avec ses produits du terroir. Et demain, il y en aura du pâté de tête. Okay. Je le finis cet après-midi. Ça me suffit, ça, je mange un petit peu. Charcutier de père en fils, Patrick est l'héritier d'un savoir-faire unique. Ça ne fait que 43 ans. Je débute. Oui, je produisais en France, je suis fils de charcutier, tombé dedans quand j'étais petit.
Jeune retraité et passionné par son métier, il a décidé de reprendre du service, motivé par les retours de sa clientèle. Le plaisir, c'est de voir les gens goûter. Quand je leur fais goûter des produits secs, ou là, quand ils goûtent tout ça, c'est de revenir ou d'avoir encore, j'en ai eu tout à l'heure sur les réseaux sociaux, des remerciements en disant il y a longtemps qu'on n'avait pas mangé quelque chose avec autant de goût. Saucisses sèches, copa, jambon, chipolata, Patrick maîtrise l'art de la charcuterie. Parmi les stars de son étalage, l'incontournable merguez. Oui, c'est un produit qui plaît beaucoup parce que moi je le fabrique justement qu'avec des épices que je mélange moi-même, c'est pas du mélange tout prêt. J'y mets 11 épices différentes. Avec son épouse, ils ont élaboré des produits sains, loin des standards industriels. Entourés d'une multitude de produits de la terre, ils ont su fusionner leur création avec les saveurs exotiques. Ils sont aussi très intéressés par le fait que ce soit avec des produits locaux, sans colorant. Ils sont très appétents pour ça, les Tahitiens, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites avec beaucoup d'additifs ici sur Tahiti. Donc ils sont très intéressés, oui. Pour sa charcuterie, Patrick utilise de la viande de porc locale dont il ne tarit pas d'éloges. Il faut savoir que sur le Fénois, on a une viande locale, surtout le porc, qui est d'une qualité exceptionnelle. Les porcs sont nourris avec des produits sains. J'ai retrouvé ici la qualité de viande que l'on avait en France dans les années 80-90. Des qualités éthiques et gustatives qui ravissent sa clientèle. Je ne pensais pas qu'effectivement la production du porc local était si intéressante pour ce genre de métier, et tant mieux pour Tahiti, pour notre Fénois qui bouge. Ah ouais, les Polynésiens aiment bien le porc surtout, et donc le porc c'est la vie, le gras c'est la vie, c'est bon, c'est excellent. Installés depuis plus d'un mois au marché de Papeete, Patrick et Delphine auront réussi leur pari, offrir aux Polynésiens un patrimoine de la gastronomie à la française. Un mot de sport maintenant. La saison des compétitions de tennis de table au Raromatei s'est clôturée en beauté. Une centaine de pongistes en pleine ascension a participé à la première édition de la Bora Bora FMS Cup. Les temps forts de cet événement, c'est avec Ronnie Moufat. Les raquettes ont vibré pour la première édition de la Bora Bora FMS Cup. Cette compétition festive et intense a rassemblé près d'une centaine de pongistes venus de tout l'archipel. L'objectif, clôturer la saison en beauté et révéler les jeunes talents de demain. La double compétition qu'on vient de faire, on a rassemblé grosso modo 100 athlètes. Il y a eu 2 championnats bien distincts. Il y a eu la FMS Cup et le championnat de Raromatei des îles Sullivan. Une partie a déjà été faite sur Reatea, les U13, U15 et U18. Et cette fois-ci, on clôture avec les U11, les Open et les doublets. Tepawatini Buluk du club Tianahotu s'est particulièrement illustré cette saison. Numéro 1 en U13 et U15 au championnat de Polynésie Junior, il rejoindra dans 2 mois la section sport-études d'Arsenal Metz en métropole avec déjà des ambitions clairement affichées. Oui, en juin, je pars en Nouvelle-Zélande pour les Hawks. Et en août, je pars à Nouméa. Après Nouméa, je vais en France. À Arsenal Metz pour aller m'améliorer parce que mon but, c'est de devenir le champion et de battre le Brun. D'autres jeunes ont aussi brillé. Arite Hassan, Frankie, Mahinui, Temehau, Waitini Hau, tous ont montré leur niveau. La finalité de plusieurs mois de préparation. J'aimerais déjà remercier mon coach parce que c'est grâce à lui que j'ai fait tous ces déplacements. Et au coach qui l'a fait venir pour performer dans le tennis de table. C'est beaucoup de sacrifices. Oui, il faut beaucoup d'argent quand même. Les élus communaux étaient eux aussi présents, venus soutenir l'événement et encourager la jeunesse locale. Le conseil municipal a bien choisi ses priorités, l'éducation, les enfants à l'école et les enfants au sport aussi. Et c'est bien pour leur mental, c'est bien aussi pour les valeurs du sport, l'entraide, le respect, voilà donc, et tout ce qu'on peut y en tirer. C'est bénéfique pour l'enfant et je pense que c'est une manière de l'amener sur le droit chemin. Véritable tremplin sportif, cette première édition de la Bora Bora FMS Cup est une réussite en tout point.
nous arrivons au terme de cette édition. Merci de votre fidélité au journal de TNTV. À suivre, l'émission Toufenua Towora. À 19h30, retrouvez un nouvel épisode de Nos différences consacré à Charlotte Vaimiti-Labesse. Enfin, enquête exclusive vous emmène ce soir dans les prisons françaises. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon début de semaine. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.